Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, toujours pas pour une vidéo de voyage mais pour une vidéo sur du matos. J'aurais bien aimé commencer à vous sortir des vidéos de voyage, que j'ai énormément de choses à vous montrer, énormément de rush, énormément d'articles à faire, à vous donner les bons plans, etc. Mais ça me prend énormément de temps. Du coup, je préfère privilégier ce qui est plus en live, c'est-à-dire niveau matos. Moi j'ai des nouveautés à vous montrer. J'ai opéré un petit changement, une petite transition en début d'été. Et donc je préfère vous montrer ça en live. Au moins ça c'est plus facile, plus rapidement à mettre en place. Et du coup vous avez des choses qui sont dans l'air du temps et vous n'aurez pas ça 6 mois après et que ça sera plus du tout. J'aurais pu ça frais en tête et je vous dirais que des conneries. Donc voilà, donc ce que je veux vous dire aujourd'hui en fait c'est que ça fait à peu près 3 semaines maintenant que je me suis pris cette bête là. Alors cette bête là ici vous avez le boîtier, c'est un Lumix, c'est un G9, c'est le G9 de chez Panasonic. Le boîtier, pourquoi j'ai voulu voir autre chose que Sony. Donc Sony, je vous rappelle, hein, j'ai eu l'A7R2, puis l'A7 III, puis l'A7 R3 suite à la mort de l'A7 III. Je vous laisse aller voir ça en fiche hein, si ça vous intéresse, suite à un pouf de l'A7 III. Et à côté de ça, j'avais un bridge, le RX10 Mark IV chez Sony, donc pour tout ce qui était range, parce que moi, transbahuter des objectifs grands comme ça pour arriver à 300-400 mm, c'est hors de question. Du coup, j'avais 600 mm avec le RX10. Ça c'est pour vous donner une idée de ce que j'avais jusqu'à présent et j'adore Sony. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a toujours un peu embêté et qui de plus en plus m'embête au fur et à mesure que je continue, que je fais de plus en plus de vidéos pour la chaîne, etc. C'est l'aspect vidéo en soi et surtout l'aspect stabilisation. J'ai une façon de faire, de photographier et de faire des vidéos qui est vraiment donc en parallèle, c'est-à-dire je fais mes photos et juste après je fais mes vidéos si l'endroit s'y prête. Donc typiquement je prends l'exemple de Berlin. Moi, quand j'étais à Berlin, j'avais l'appareil photo accroché, vous savez, aux captures ici au niveau de l'épaule sur sac à dos. Je voyais, je sais pas, un truc, un musée, un bâtiment, etc. Je le sortais, je dégainais, je prenais mes photos, clic, clic, clic. Et si ça en valait la peine, je prenais aussi une vidéo dans la foulée, juste après mes photos, boum, je prends mes vidéos. Et c'est vrai que je fais tout ça à main levée. Moi, là, par exemple, à Berlin, j'avais pas mon gimbal, hein, j'avais pas la K2000 parce que ça prenait trop de place, j'avais pas assez de place dans le sac pour qu'il passe en bagage à la cabine. Du coup, pouvoir tout faire directement avec juste l'appareil accroché, le prendre à la main et tout faire à la main et pas avoir à s'embêter à soit mettre un trépied, mettre un petit truc pour avoir quelque chose de fixe, mais du coup, c'est pas très vivant, soit du coup avoir une gimbal pour pouvoir faire des mouvements, des trucs, mais du coup c'est une gimbal, faut la sortir, faut venir mettre l'appareil photo dessus, faut la lancer, éventuellement la rééquilibrer s'il y a un problème, etc. etc. C'est pas mon style de faire, donc vraiment toujours j'essaie de tirer un maximum de l'endroit où je suis. J'ai toujours photographié et pris des vidéos comme ça, c'est vraiment du run and gun, c'est-à-dire du sur le qui-vive, quand il y a un truc, voilà, je fais les photos, je fais les vidéos, et j'ai pas envie d'avoir à ça, à poser le sac, à sortir les trucs, machin, machin. Je le fais si c'est vraiment un cas particulier, d'accord, mais sinon, tout le plus rapide et le plus à portée de main possible, et le plus direct et sans rajouter des machins autour possible, le mieux c'est pour moi. Pourquoi je me suis intéressé à Panasonic? C'est grâce à vous, grâce à l'un de vous. Sur mon test du RX10 justement, sur le test du zoom, je disais en fait que le zoom était très bon et qu'il était très bien stabilisé, ce que je maintiens parce que moi par rapport à ce que j'avais pu avoir avant, à la main à 600 mm c'était vraiment très stabilisé selon mes critères. Et une personne m'avait dit non mais là tu dis n'importe quoi, c'est pas très bien stabilisé, regarde ce que peut faire par exemple Olympus ou Panasonic avec des objectifs stabilisés et regarde cette vidéo. Il m'avait donné un lien à 800 mm. Et à 800 mm à main levée, c'était juste complètement, à 800 mm équivalent, c'était complètement dingue ce qu'ils arrivaient à sortir. Et donc je me suis dit, ah ouais quand même, ça c'est vraiment quelque chose qui me ferait vraiment très plaisir. Je me suis laissé tenter du coup par cet assez gros G9. Pourquoi je l'ai pris? Principalement pour la stabilisation et c'est complètement dingue. Donc moi ça fait 3 semaines que je l'ai, voilà, j'estime que je l'ai pas entièrement en main, je l'ai pas encore en profondeur, mais j'ai quand même bien fait le tour, j'ai quand même sur tout ce qui est ergonomie en particulier, vous allez voir, j'ai quand même bien vu plein de choses. Et donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant, parce que je pense que déjà je peux vous donner pas mal d'idées et qu'en plus très prochainement va arriver un objectif, là il est parti, ça y est, de chez Digit, il va arriver un des objectifs qui a fait aussi, qui m'a poussé à le prendre, c'était une raison de plus, c'est le fameux 10-25, donc en micro 4 tiers, si vous convertissez ça en full frame, vous multipliez par 2, donc ça fait un 20-50 mm, d'accord, 20-50 mm à f1.7 constant et à ouverture décliquée. Donc pour la vidéo complètement dingue, d'avoir du 20, alors 20 j'aurais bien aimé avoir un peu plus large, mais bon c'est déjà quand même très bien, jusqu'à 50 ça c'est très bien, parce que moi c'est vrai que des fois à 35 mm avec le Sony je suis un peu limite et je suis content d'avoir le crop, le mode SC35 pour pouvoir aller plus loin, en particulier pour du portrait en intérieur, des choses comme ça. Et du coup voilà, cet objectif moi me vend quand même bien du rêve, j'attends de voir, hein, dès que je le reçois justement je ferai les tests et je vous ferai une vidéo dessus. C'est une des raisons pourquoi je sors cette vidéo maintenant, c'est vous montrer avant le boîtier et après je vous ferai vraiment un test approfondi du 10-25 parce que je pense qu'il est attendu par pas mal de monde. Je sais qu'il n'y a pas encore de test francophone dessus et de tous les tests anglophones que j'ai pu voir, c'est quand même une petite merveille. Donc voilà, ça aussi vous explique pourquoi je fais ça maintenant. Donc là pour vous dire, j'ai le 100-400 dessus, donc c'est une autre des raisons pourquoi je l'ai pris, c'est que
lui maintenant remplace, j'ai revendu mon RX10, d'accord, parce que j'ai plus de range avec lui. Maintenant j'arrive à 800 mm avec lui, avec un objectif qui est certes plus lourd et ça fait quelque chose de plus encombrant que mon RX10, mais il n'empêche que du coup en rando maintenant j'ai juste à prendre mon boîtier, le 100-400 qui est donc un équivalent 200-800, je vous rappelle 800 mm, wouh, 800 mm, et à côté de ça je prendrai mon grand angle, donc je prendrai le 10-25, donc qui en plus descend à f1.7, lui il est pas très rapide, hein, je sais plus, mais fait 4 à 6.3. F4 à 6.3, d'accord. Donc j'aurai juste ce boîtier plus ces deux objectifs, donc avec soit l'un soit l'autre en fonction de la situation montée dessus. Pourquoi je suis passé à Panasonic? D'un côté parce que on a la double stabilisation, donc typiquement cet objectif est stabilisé, donc ça permet d'avoir la stabilisation de l'objectif, et on a en plus la stabilisation du boîtier, et les deux travaillent ensemble, et c'est complètement dingue ce qu'on arrive à avoir. Je vous montre une petite vidéo là en fond. Vraiment voilà, comparativement à Sony où on va avoir qu'une des deux stabilisations qui va fonctionner, on a vraiment une grosse différence. Bon évidemment le capteur est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, sachant que là tout de suite du coup je vous montre quelque chose hein, qui est très clair, et c'est une des raisons pourquoi j'avais un peu bypassé Panasonic quand j'avais changé mon Samsung NX500 pour un nouvel hybride, et donc j'étais passé à l'A7R2, c'était que je trouvais que c'était quand même très gros. Lui est plus gros hein, en finale que l'A7R3, d'accord, sachant que c'est que du micro 4 tiers, et il est quand même, enfin moi je trouve que 1500 balles pour du micro 4 tiers, je trouve ça un peu abusé quand on voit le prix par exemple de l'A7 II, à combien il sort maintenant. Je trouve que voilà, c'est un peu abusé, mais c'est vrai que ce qui permet d'avoir en ergonomie générale, ce qui permet d'avoir en stabilisation, ce qui permet d'avoir en logiciel, ça compense un peu ça, et du coup voilà, je trouve qu'ils abusent un peu sur l'aspect micro 4 tiers, mais d'un autre côté, il y a plein d'autres choses qu'on va voir qui compensent la chose. Je vous disais, il est plus gros effectivement, ça c'est un inconvénient parce qu'il est plus encombrant, mais d'un autre côté, il y a aussi quelque chose qui, je savais du coup en l'achetant que ça allait être le cas, c'est que maintenant moi, avec mes mains de taille moyenne, vous voyez, ici, mon petit doigt, il arrive bien sur le boîtier, d'accord? Il n'est pas sous, comme avec le Sony, et c'est vrai que c'était pas quelque chose qui me dérangeait au début, mais petit à petit, surtout quand je l'ai tout le temps à la main, vous savez, juste comme ça, et que je le balade toute la journée à la main quand j'ai pas de sac à dos typiquement, et bah oui, vraiment ça me fait un peu chier d'avoir le petit doigt en dessous. C'est vrai que je commence à avoir pas d'écran mais un peu de la gêne, et du coup c'était pour ça entre autres que j'avais pris la choue en dessous, le L-bracket. Là du coup j'ai vraiment un grip qui moi pour mes tailles de main en taille médium est juste parfait, vous voyez, ça atterrit pile poil où il faut, voilà, j'ai toute la main dessus, je peux le tenir à une main, important, j'ai le très gros objectif qui pèse bien hein, et qui décale bien vers le bas, vers l'avant, et vous voyez ça c'est super agréable. Donc oui, il est plus gros, mais d'un autre côté ça permet d'avoir une meilleure préhension, en tout cas sur la main droite. L'autre chose, tant qu'on est sur l'aspect hardware, le viseur, vous voyez le dégagement là qu'on a pour l'œil, le dégagement est complètement dingue, surtout pour un porteur de lunettes. Alors je les ai pas, mais vraiment j'ai des lunettes, et moi avec les Sony, et ça c'est quelque chose, par exemple Antoine Biezeux, je suis désolé si j'écarte son nom, mais il se reconnaîtra, Antoine, dit tout le temps, et c'est vrai, c'est que nous les porteurs de lunettes chez Sony, quand on met l'œil dedans, en fait on n'arrive pas à voir l'ensemble de l'écran, il faut qu'on regarde un peu, vous voyez, en haut, en bas, à gauche, à droite, on voit pas d'un coin à l'autre, on est obligé de faire des petits mouvements d'œil, ce qui est très pénible, on n'a pas l'ensemble de l'image, alors que là quand moi je suis là-dedans, j'ai vraiment tout, même avec les lunettes, j'ai l'ensemble de l'image visible. C'est un réglage pour justement réduire cette taille d'image pour ceux qui ont des lunettes et qui auraient peut-être des lunettes super fortes, et du coup avoir l'image un peu plus loin, donc un peu plus petite, un peu plus loin, mais du coup on la voit en entier, et sinon hop, on peut avoir la grande version plein écran dans la gueule plus proche de nous, pour ceux qui portent pas de lunettes. L'autre chose, évidemment, vous savez, j'en parle à chaque fois c'est ma grosse déception, et encore une fois Sony se fout de notre gueule, là je trouve qu'il commence vraiment à faire de la merde. Alors dites-moi dans les commentaires hein, si vous êtes comme moi et que pour vous ça là, hop, l'écran qui pivote, hop, absolument dans tous les sens et qui permet de se prendre en selfie comme ça, c'est pas la vie. Pour moi c'est complètement la vie. Également pour quand on veut faire des photos, ça m'est souvent arrivé à Berlin de vouloir faire des photos verticales comme ça, et donc au ras du sol, et du coup pouvoir incliner l'écran comme ça et mettre vraiment l'appareil photo complètement au sol avec l'écran plus ou moins incliné comme ça change la vie. J'ai déjà essayé plusieurs fois, ça change complètement la vie, c'est pas à se tordre dans tous les sens. Et en plus voilà, quand il est refermé, on peut pas rire, il se passe rien pour lui. Quand on veut l'ouvrir, effectivement je comprends que ceux qui fassent que de la vidéo préfèrent avoir toujours l'écran devant eux et pouvoir faire de l'inclinaison, mais pour un photographe, mais même pour un vidéaste, hein, franchement, pouvoir, je sais pas, avoir la caméra là et regarder sur le côté, vous voyez, pardon, vous voyez pas, avoir la caméra là et regarder sur le côté, enfin voilà, on a beaucoup plus d'angle de vision. Quand on est en dessous, on est vraiment en dessous, d'accord. Quand on est au-dessus, on peut aller vraiment au-dessus, ok, on peut même aller complètement en face.
base, voilà, ça pour moi c'est vraiment évident que tout le monde devrait faire ça, hein. C'est ça, c'est ces écrans là qu'il faut, point barre. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes tous d'accord avec moi et que c'est des écrans sur rotule comme ça qu'il faut, ou si au contraire vous préférez chez Sony où ils sont tiltable, ils sont inclinables. Juste là je trouve vraiment qu'ils se foutent trop de notre gueule. La 7R4 est sortie, ils ont toujours pas fait l'écran orientable sur rotule et ils ont toujours pas fait un tactile qui fonctionne partout. Panasonic, hein, les écrans, non seulement ils savent faire des écrans sur rotule, mais ils savent faire des écrans avec un tactile complètement intégré, hein. Donc contrairement à la 7R4 hein, qui est sortie, vous voyez là, hop, je peux complètement bouger dans mes menus, je peux hop aller directement là et typiquement, je sais pas si vous voyez bien, typiquement quand je suis dans les photos, ok, hop, quand je veux reviewer une photo, vous voyez que là je peux directement zoomer, dézoomer avec le doigt. Donc ça c'est quand même un confort d'utilisation. Enfin voilà, Sony, arrêtez de nous prendre pour des cons, implémentez ça, putain, faites ça, voilà, il faut que ce soit fait maintenant, c'est plus possible, c'est vraiment plus possible. Et tant que je parle de vidéo, un autre point qui m'a fait passer le cap et passer sur un G9 par exemple, c'est de pouvoir avoir de la 4K 60 fps, 4K 30 fps c'est très bien, mais j'ai envie de pouvoir faire des ralentis. Quand j'ai testé l'Osmo Action, j'ai pu faire plein de ralentis, c'était vraiment le plaisir total. Donc du coup voilà, avoir cette possibilité d'avoir du ralenti directement en 4K, pas être obligé de passer en 1080p, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait aussi, et donc c'est un point en plus qui s'est rajouté, donc toujours dans l'aspect vidéo, pour vouloir franchir le cap. Donc ça c'était pour les points qui m'ont vraiment fait vouloir changer, et je vais vous expliquer les autres points que j'ai pu voir, les autres avantages que j'ai pu voir ou inconvénients par rapport, alors vraiment je vais tout le temps systématiquement le comparer à la 7R3, donc vous prenez ça comme vous voulez, vous voyez vous dans votre tête si vous estimez que c'est comparable ou pas. Moi j'estime que oui, j'ai vraiment voulu le comparer pour mon utilisation, c'est-à-dire photo, vidéo en même temps, qu'est-ce que je perds avec lui, qu'est-ce que je gagne avec lui, comparé à la 7R3. Donc là c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on va commencer par le truc évident. Le truc évident c'est que je suis sur du micro 4K comparé à du full frame. Et ça, bah ça, y a pas à tortiller, ça se voit. Et moi je le vois surtout en faible luminosité évidemment. Quand moi ici j'avais aucun problème à monter à 12800 ISO, un truc comme ça, voilà, je pouvais monter à éventuellement 16000 ISO, ça passait quoi. Dans les cas extrêmes je pouvais passer, mais en tout cas du 6000, du 8000 sans problème. Lui quand je commence à arriver sur 6000 déjà, voilà, je vais pas tellement monter plus, 3200 ça, sans problème, 6400 je crois du coup ça passe, mais au-dessus c'est vraiment ça commence à être n'importe quoi niveau grain, niveau bruit électronique, etc. C'est de la bouillie, enfin c'est pas de la bouillie mais c'est pas exploitable hein, clairement. Donc ça évidemment je le vois. J'ai pas encore assez poussé mes tests sur les RAW, parce que j'ai pas fait de la comparaison en face to face, hein. C'est vraiment ce que je vous dis, c'est en ayant pris lui d'un côté ou en ayant pris et en connaissant à côté de ça la 7R3, et donc je me rends bien compte que dès qu'il fait sombre, lui il commence à être à la peine, ça va plus, il est pas autant à la peine évidemment que le RX10 encore heureux, mais il est quand même énormément plus à la peine que la 7R3 ou la C3 ou même la 7R2. Et donc niveau, ce que je vous disais, c'est que j'ai pas encore pu tester vraiment les RAW sur des photos équivalentes, c'est quelque chose que je ferai dans une autre vidéo plus tard, et surtout en particulier avec l'objectif que je vais avoir, c'est du coup vraiment comparer les RAW et voir la plage dynamique. Évidemment, clairement on a une bien meilleure plage dynamique avec la 7R3 qu'avec le G9, c'est évident. Donc voilà, je testerai en vrai je vais essayer de voir avoir des scènes justement très contrastées, des contre-jours avec des couleurs, etc. Voir ce que j'arrive à récupérer avec l'un, voir ce que j'arrive à récupérer avec l'autre. Je vous mettrai tout ça sur la galerie évidemment, je vous filerai les RAW aussi. Ça vous permettra de vous donner une idée. Est-ce que vraiment j'ai tellement besoin que ça du full frame? Il y en a beaucoup. Allez voir un peu sur YouTube, il y a quand même pas mal de personnes qui sont repassées du full frame à plus petit parce que pour des raisons en particulier vidéo comme moi, mais même pour la photo, ils voulaient avoir des poids de fichiers moins gros, ils voulaient justement avoir plus de range. Voilà, donc le full frame c'est très clairement très bon, mais ça a ses inconvénients évidemment, du coup des objectifs beaucoup plus gros, beaucoup plus chers, beaucoup plus lourds, voilà, ça a des pour et des contre. Malheureusement le boîtier parfait et évidemment le capteur parfait n'existe pas, et donc il faut faire des compromis, il faut à vous de voir où vous voulez mettre le curseur. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je testerai plus tard, mais clairement pour les basses luminosités, lui se fait complètement éclater par lui, sachant qu'il faut quand même que je compare ça évidemment avec une optique bien plus lumineuse que ce que j'ai là. J'ai une f2.8, mais voilà, je veux vraiment tester avec la f1.7, voir ce que je peux avoir.
Donc je vous dirai à ce moment-là. Et donc tout ça aussi, évidemment, alors moi ça m'embête moins parce que je suis pas trop un photographe portraitiste, mais évidemment que le bokeh, le flou d'arrière-plan est bien moins prononcé, bien moins doux, bien moins beau ici que ici. Je le vois quand je fais des photos de portrait avec le 85 mm f1.4, bon bah voilà, c'est Butterland, il n'y a pas à tartiller. Donc pour du portrait, je comprends que les gens n'iront pas sur le micro 4/3, mais dès que ça va être voilà, pour du portrait, prenez du full frame évidemment, si vraiment vous faites du portrait à fond. Par contre pour du paysage, de l'animalier, du éventuellement urbain, enfin voilà, tout ce qui est hors bokeh de ouf pour avoir du bokeh quoi. Et ça franchement c'est cool quand même, c'est très cool, à part l'aspect basse luminosité, voilà. On verra ça plus en détail sur l'objectif, mais clairement c'est un gros inconvénient. Petit intermède, je suis désolé, je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le micro, voilà, je suis désolé, je vais pas refaire toutes les prises d'avance, que ça m'a pris un temps fou et que j'ai pas envie de tout refaire. Du coup voilà, je viens de remettre le micro cravate, du coup ça vous fera vraiment une comparaison, sachant que j'avais pas du tout de micro, donc c'était le micro interne du boîtier, je suis vraiment désolé, excusez-moi. Donc peut-être du coup ça va être la bonne occasion pour vous finir la vidéo avec le micro, le shotgun. Je l'avais dit dans une précédente vidéo dans les commentaires que je ferais ça, donc on va dire que c'est l'occasion, je suis complètement désolé, excusez-moi. Voilà, j'ai pas encore les yeux bien en face des trous, ça ira mieux à la rentrée quand j'aurai des jours pour moi, etc. J'aurai des semaines ring pour moi. Donc voilà, excusez-moi, on continue sur la suite avec cette fois le Lave Plus de chez Rode pour que vous m'entendiez mieux. Allez, c'est parti. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire un tour complet du boîtier tout en détail, hein. Je vais vraiment juste vous montrer globalement, je vais vous faire le tour, mais pas rentrer dans les détails, juste pour vous montrer, en fait, vous dire qu'est-ce que je préfère sur ce G9 comparativement à l'A7R3, en vous montrant les boutons qui me paraissent intéressants pour ça. Mais voilà, si vous voulez que je fasse quelque chose de très détaillé, très précis sur l'ensemble du tour du boîtier, avec tous les boutons, tous les modes, les menus, ce que j'ai déjà pu faire sur l'A7R3 par exemple, les touches perso, comment je les ai fait moi, dites-moi en commentaire, et du coup, j'essaie de vous faire ça, ça sera avec plaisir. Je pense pas que ça a trop d'intérêt parce il commence à être un peu entre guillemets daté et il y a déjà, je pense, pas mal du tuto, en tout cas en anglais, moi j'en ai vu beaucoup, en français je sais pas trop. Donc voilà, dites-moi si vous voulez quelque chose de plus précis, je peux le faire, mais voilà, là je vais juste vous dire qu'est-ce qui moi me change et qu'est-ce que je préfère ou j'aime moins que sur la 7R3. Donc on va commencer par le haut et la molette de sélection des modes. Donc vous voyez qu'elle est côté gauche, d'accord, par rapport à la 7R3 elle est côté droit. Bon, ça me dérange pas, ça je m'en fous. Et vous voyez que comme la 7R3 il y a un petit bouton, mais il fonctionne un peu différemment et je préfère ce mode de fonctionnement. En fait, il n'y a pas besoin d'appuyer dessus pour tourner. En fait, on peut, vous voyez, sans avoir cliqué, sans avoir appuyé dessus, je peux le tourner. Donc comme si j'étais avec la 7R3 par exemple, avec la 7.3 par exemple, sans le bouton. Et par contre, une fois que j'appuie sur le bouton, là il est cliqué et il faut que je réappuie sur le bouton pour pouvoir tourner à volonté. Donc c'est pratique parce que si on veut par exemple le loquer pour rester dans le mettre dans le sac, ben, on peut le faire. Et voilà, donc je trouve que ça marche bien. La chose qu'on peut voir directement sous cette molette de mode, c'est une autre molette de mode entre guillemets, ça on va dire c'est la molette de est-ce qu'on va être en photo simple, est-ce qu'on va être en rafale, est-ce qu'on va être en le mode 4K, photo 4K de Panasonic qui permet de faire comme une vidéo en fait, on prend chaque image de la vidéo, donc bon moi je trouve ça un peu gadget. Le mode post-focus que je trouve aussi assez gadget, et par contre on a ensuite le mode retardateur évidemment et le mode time-lapse. Je retrouve la vue de dessus, juste pour une petite précision, c'est après coup en fait, là je suis en train de faire le montage et je me rends compte qu'il y a 2-3 choses que j'ai oublié de vous dire, donc je vous le fais là, donc directement vue du dessus. Là tout de suite vous pouvez voir donc que j'ai reçu entre temps le 1025, hein, donc ça vous donne une idée de à quoi il ressemble déjà, ça vous met un petit teaser pour la suite. Du coup là je suis toujours en train de filmer avec la 7R3 avec le 1635, ok, et quand je vais vous montrer là la prochaine image où je vous montrerai justement la 7R3, ça sera justement enregistré via ce 1025, donc monté sur le G9. Donc voilà, ça vous donnera une première idée d'à quoi ça ressemble. Et ce que je voulais vous dire, alors ici dans cette molette de sélection là de mode, le truc qui manque en fait, moi qui venant de Sony je trouve manque un peu, c'est le bracketing en fait, il n'est pas ici. Le bracketing c'est un peu bizarre, il faut aller le chercher, hop, j'ouvre la bête, je l'allume, il faut aller le chercher dans le menu. Alors on va le faire ensemble, je suis pas sûr de le retrouver aussi facilement que ça. Je crois que c'est je crois que c'est après le burst quand même. C'est même pas dit, vous voyez, c'est même pas après le burst. Si voilà, c'est pas forcément logique, vous voyez. Donc on critique beaucoup Sony sur les menus, mais alors dans l'ensemble je trouve que les menus Panasonic sont un poil plus clairs, mais je vous le dis maintenant en tant que j'y suis, mais c'est pas forcément le cas. Vous voyez là par exemple on a un truc avec différentes choses. C'est par exemple ici l'écran, et vous voyez c'est pas ici que on va choisir ce qui se passe pour l'écran. Ce qui va se passer pour l'écran, il va falloir aller dans l'autre mode, le mode là, le menu réglages généraux, et là il va y avoir un truc qui va s'appeler
Faut le trouver, vous voyez, c'est pas si facile. Monitor display. Et là, dans Monitor display, c'est on change les trucs, d'accord? Donc par exemple, c'est pour vous dire, c'est pas, on critique beaucoup Sony sur leur menu, mais je trouve effectivement qu'ils sont un peu meilleurs ici, mais je trouve pas que ce soit transcendant. Par exemple, vous voyez, j'aurais très clairement mis le bracketing après tout ce qui est burst shot, donc ça c'est l'avantage, je vous l'ai pas dit, mais effectivement ici hein, sur le mode, on a un mode burst 1 et un mode burst 2, et donc on peut choisir, si vous avez deux façons de faire de la rafale que vous êtes habitué, bah, vous pouvez choisir entre super high, alors il vous dit hein, s'il y a le preview ou pas, enfin s'il y a le pré-burst ou pas, etc. etc. Bref, je vous passe les détails, mais du coup vous voyez ici c'est pas là qu'est c'est pas là qu'est du coup le bracketing. Là justement ils mettent la suite, ils mettent les photos en 6K, le post-focus, bon ça je trouve ça sert à rien. Le timer du coup on lui dit combien on veut faire, si on veut faire 3 photos au bout de 10 secondes, machin. Et alors high resolution mode qui du coup se trouve au milieu et qui n'a rien à foutre là hein, clairement, qui du coup le timelapse devrait être après, vu que dans la logique de la molette après le retardateur on a le timelapse. Donc ça c'est un peu de la merde, et du coup il faut continuer, et on a le bracketing ici, d'accord, vous voyez, donc là il est sur off, donc j'appuie dessus et donc je peux choisir de faire un bracketing en focus ou en luminosité, en EV. Il faut aller là-dedans, il faut l'activer là. Et là, vous voyez, maintenant, peu importe où je suis, là, ici, du coup, je vais être en bracketing, en fait, sans avoir spécialement d'indication du tout sur l'écran. Et là, voilà. Vous voyez, dès que j'appuie une fois, j'ai du bracketing, et je peux pas le changer directement ici, d'accord? Donc si on compare avec la façon de faire de Sony, vous voyez, c'est beaucoup plus logique pour moi chez Sony. Donc j'ai laissé le raccourci hein, de base à gauche, on a tout ce qui est single, rafale, retardateur. Du coup, là, c'est encore un retardateur et le bracketing, voilà, donc avec tous les différents types de bracketing qu'on peut changer, et c'est directement là. Alors là, par contre, ce qui est pas logique, c'est qu'on n'ait pas le timelapse là, ils n'ont pas rajouté ici le timelapse, hein, bien joué Sony. Par contre, voilà, le bracketing est là, et vous voyez, c'est beaucoup plus simple, on change ici. Et de suite, quand on a pris ce mode, on voit qu'on est dans ce mode-là. Directement en haut à gauche, on sait qu'on a un bracketing. Si on est en single ou en low, hein, moi je suis en rafale low, on le voit de suite. Alors sur le Pana, c'est pas du tout explicité comme ça, et en fait on se retrouve dans le mode à faire du bracketing sans s'en rendre compte. Et donc voilà, je préfère carrément le Sony pour ça, je trouve ça beaucoup plus logique à la façon de faire. Et toujours, oui, tant qu'on est ici, une chose que je préfère bien plus sur le Sony que sur le Pana, c'est que sur le Pana, vous voyez, quand on est en rafale justement, vous voyez en bas à droite là, il me dit combien il reste. Une fois qu'il a fini de prendre les photos, on a bien en haut à gauche les deux petits symboles de carte SD. En fait, moi j'enregistre les JPEG sur une et les RAW sur l'autre, bon très bien. Et par contre, ce que vous voyez, c'est que contrairement au Sony, hein, du coup je vous fais apparaître là, contrairement au Sony, mais on n'a pas le nombre de photos qui restent à rentrer dans la mémoire avant de vider le buffer. Donc autant il nous donne bien l'indication, ok, il reste tant de photos avant que le buffer soit plein, et du coup je pourrais pas enchaîner et je vais devoir faire des pauses. Mais il nous dit pas après coup, bah voilà, il n'y a pas la barre comme sur le Sony, on voit le buffer se vider petit à petit, d'accord? Là c'est pas du tout le cas. Et sinon on revient sur cette molette hein, pour finir vraiment sur ce petit addendum là après coup. Je suis passé en mode timelapse ici, d'accord? J'ai décalé mon mode. Ici vous voyez en haut à droite, hop, je vous le centre, en haut à droite on a ce petit truc avec marqué 1 dedans, et quand on appuie dessus directement on voit ce qu'on veut. Donc on peut choisir entre vraiment juste des photos, d'accord, ou du coup si on fait juste des photos on peut lui dire quand on commence, l'intervalle évidemment, et combien on veut d'images. Ok, bon ça va être pareil pour l'autre, mais moi je vais passer en mode animation, parce que ce qui m'intéresse, ce qui vraiment manque pour moi sur le Sony, c'est de pouvoir créer la vidéo à la fin. Ce qui est vraiment bien de Panasonic, c'est qu'il nous propose plein de choses. Donc du coup là vous voyez, rien de spécial, on dit juste on peut rajouter une photo après coup au groupe, ça c'est super bien. On peut, on lui dit si c'est de l'auto-shooting ou pas, évidemment moi je veux de l'auto-shooting, hein. Et là on va dire que j'ai mis toutes les 5 secondes, d'accord? Donc là on est bon, et donc là vous voyez il est en train d'attendre, je vais vous dire un peu la disposition que vous voyez mieux, voilà. Là il est en train d'attendre, il voit voilà, il voit l'interrupteur ici, et du coup il va faire une photo toutes les 5 secondes, voilà, tac. Tac. Bon, du timelapse normal, hein, rien de foufou là. Là, je suis en mode P, mais évidemment qu'il aurait mieux fallu se mettre en mode manuel, etc. On s'en fout. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'après, pour l'arrêter, très simplement, alors, déjà, on peut enchaîner une photo dans le tas. Donc là, il va en faire une dans pas longtemps. Hein. C'est qu'il a pas réussi à faire une mise au point. Voilà, il a fait une mise au point. Et vous voyez, je peux de suite, moi, je peux en rajouter. Ok, et pour l'arrêter, du coup, soit il arrive à son compte, hein, quand on lui avait mis au début, soit on va dedans, pardon, et on lui dit soit de faire une pause, si on finalement on se rend compte qu'on a un petit problème, que oh là là, on a oublié de se mettre en manuel et du coup on a une luminosité qui change, c'est pas beau, on peut se mettre une pause, on peut se mettre en end, donc ok, end, et là quand il y a un end, vous voyez que c'est à ce moment-là qu'il nous propose de créer la vidéo, et
il va nous proposer plein de choses. Donc il va nous proposer déjà la résolution. Donc là, moi évidemment 4K. Hein. Je vais être sur un truc normal, donc je vais être sur du 4K 24. Et la séquence, si on veut qu'elle soit en sens normal ou en reverse, donc de la fin vers le début. On fait OK. Il nous prévient, OK, ça va prendre 1 minute. Est-ce que tu veux continuer? Je fais yes. Et là, il crée la vidéo. Bon, évidemment, là, ça va être de la merde. Il va même pas y avoir une seconde vu que j'ai même pas 10 images. Mais voilà, pour vous dire, ça marche super bien. La vidéo qui sort est clean. Et voilà, on fait directement tout dans l'appareil photo. Pas besoin de s'emmerder. Si du coup, là, on veut, soit on garde les photos, soit on les supprime. Donc voilà, c'est beaucoup mieux fait que chez Sony. Clairement, Sony a beaucoup à s'améliorer à ce niveau-là. Et voilà, c'était pour vous préciser tout ça. Et du coup, je vais juste conclure pour vous dire que là, donc, au final, la vidéo était trop longue pour la faire en une seule fois. Donc, j'ai coupé en deux. Je vous invite à passer à la prochaine vidéo, donc qui va apparaître, vous l'avez soit en description, soit dans ce qui va apparaître en écran de fin. Là, vous la voyez apparaître. Donc voilà, allez voir ça pour la deuxième vidéo et on se retrouvera après pour le test de cet objectif complet. Allez, salut!